Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les grandes écoles pourraient bien vous surprendre. Alors elles ont plutôt bonne presse, c'est vrai, selon un sondage Ipsos réalisé en 2019, 82% des Français en ont une bonne opinion. Depuis des siècles, elles ont formé les dirigeants des administrations et des entreprises. Pourtant, les préjugés et les clichés sur ces institutions ont la vie dure. Grâce à ce livre, le dictionnaire inattendu des grandes écoles et son auteur qui nous accompagne, je vous propose un tour dans les coulisses de ces grandes écoles, donc ses bons côtés et ses côtés peut-être un peu plus sombres, nous verrons. Philippe Jamet, directeur de l'école Paris School of Business et auteur donc de ce dictionnaire, est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva. Co-auteur. Co-auteur, voilà. Tout à fait, puisque vous l'avez écrit avec Bernard Beltante. Exactement. Voilà. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Philippe Jamet. Première question, pourquoi un dictionnaire ? Alors, pourquoi un dictionnaire ? Alors, vous avez très bien posé le problème. Les grandes écoles sont aimées des Français, elles sont un peu moins aimées de la France. Parce que la France a effectivement des préjugés, un certain nombre de réflexes. On n'aime pas trop les élites, on n'aime pas trop la réussite, tout ça est bien connu. Donc, l'idée, c'était de se dire, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les grandes écoles. Nous, on va essayer de prendre les choses un petit peu différemment, en les décrivant par des aspects qui ne sont pas attendus des grandes écoles, qui sont en dehors de ces représentations. Et donc, ce qu'on a voulu faire avec Bernard, c'est un peu un tableau impressionniste des grandes écoles, justement en les abordant par des aspects moins connus, des aspects inattendus, pour dire justement, les grandes écoles, ce sont des domaines inattendus. Elles forment des gens qui sont inattendus et dont le métier est de surprendre partout où ils passent. À qui s'adresse ce livre alors exactement ? Aux Français, justement ? Alors, il s'adresse aux Français, il s'adresse au monde, en tout cas ceux qui lisent le français. Je pense que les grandes écoles sont un atout de compétitivité, d'attractivité pour la France. Donc à toute personne qui s'intéresse finalement à l'avenir de la nation et à ce qui fait sa force. Et nous pensons que les grandes écoles font partie des forces de la nation. Que vouliez-vous raconter alors ici ? La grande histoire ou les petites histoires ? Justement, les deux. Les deux. Parce que finalement, les petites histoires sont quelque part des illustrations, des éclaboussures de la grande histoire. Donc il y a effectivement une grande saga des grandes écoles. Il y a un roman national des grandes écoles. Elles ont été fondées pour un objectif précis, pour transformer la France, pour permettre à des classes sociales qui étaient un peu mises sous le boisseau durant l'Ancien Régime de s'exprimer, d'exprimer leurs talents. Et donc elles s'inscrivent un peu dans cette trajectoire-là, avec évidemment les ailes à l'histoire, des bons côtés, des pages lumineuses de l'histoire, des pages un peu plus sombres. Nous n'avons voulu en cacher aucune. Et donc c'est chacune de ces entrées est quelque part un des aspects, disons, surprenants et parfois enthousiasmant, parfois un peu plus sombre des grandes écoles. Vous n'avez voulu en cacher aucune, c'est quand même un dictionnaire plutôt amoureux des grandes écoles, plus que critique, Philippe Jamet. On ne se refait pas. Alors, être amoureux, ce n'est pas être aveugle. Voilà, d'ailleurs, les amours aveugles se terminent en général assez mal. Donc, effectivement, c'est un dictionnaire amoureux. Bernard et moi, on aime les grandes écoles. On est tombés dedans quand on était petits, tous les deux. Mais on n'est pas complaisants. Nous connaissons leurs défauts. Nous connaissons leurs travers, nous connaissons les coulisses des grandes écoles. Donc, même les coulisses les rendent aimables dans ce qu'elles ont d'imparfait, dans ce qu'elles ont de fragile. Néanmoins, oui, c'est un dictionnaire amoureux parce qu'au bout du compte, le bilan est plutôt très positif et attachant. On a tous nos défauts et on est beau avec nos défauts. Absolument, on est surtout beau avec nos défauts. C'est ce que vous nous dites. Est-ce que vous pensez, Philippe Jamet, que le modèle des grandes écoles il soit en danger aujourd'hui ? C'est vrai qu'on en parle beaucoup avec le contexte actuel. On a vu la fermeture de l'ENA, l'objectif du chef de l'État qui dit qu'il veut réformer les grandes écoles. C'est un modèle en danger aujourd'hui ? Alors ce sont un peu des pulsions récurrentes dans le pays, dans un pays qui doute un peu de lui-même et qui est à la recherche d'un nouveau modèle. Les grandes écoles ne sont pas plus en danger qu'autre chose. Ce qui est en danger globalement dans le monde, c'est la diversité. La biodiversité, la diversité culturelle, la diversité des talents et la diversité dans l'enseignement supérieur. Un enseignement supérieur performant, c'est un enseignement qui prend en compte la diversité de la société, qui offre différents parcours à des gens différents,
Et notre conviction, c'est que les grandes écoles sont une partie de cette biodiversité. Donc le danger, en fait, c'est pas tant de supprimer les grandes écoles, c'est de réduire d'une manière générale la diversité de l'offre d'enseignement supérieur et d'éducation. Vous parlez de diversité d'offres, on peut parler de diversité à l'intérieur des établissements. Ce reproche, c'est ce que vous disiez, qu'on fait beaucoup aux grandes écoles, on parle d'élitisme, on forme les élites. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Pourquoi le dit-on? Pourquoi on attend cette représentation? Parce que quand on parle de grandes écoles, on parle des 4, 5, 6 grandes écoles qui sont absolument fabuleuses, mais qui sont quelque part, même dans leur propre famille, des choses un petit peu bizarres, un peu des ovnis. C'est très frappant. Dès lors qu'il y a un article dans un journal, dans la presse, l'illustration, c'est toujours, dans 9 fois sur 10, la photo du défilé de l'école polytechnique, qui est une école superbe, mais qui est loin de représenter la diversité des grandes écoles. Alors les grandes écoles ont des traits communs. Elles ont une génétique commune. Elles sont dans l'accompagnement, dans le réseau, dans la personnalisation de l'enseignement, mais dans une gamme qui est extrêmement large, qui va de l'élitisme très fort, et on a besoin de cet élitisme-là pour percer dans les classements élitistes, et puis des choses qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus à l'image de la société. Est-ce qu'elles gagneraient à s'ouvrir un peu plus? Elles sont très ouvertes. Elles sont très ouvertes. Certaines écoles, par exemple, ont un pourcentage de boursiers absolument phénoménal. Des écoles comme les écoles de chimie, les écoles de management, ou les écoles d'agronomie ont une parité absolument remarquable. Donc quand on les regarde, quand on prend la peine de les regarder, de regarder le paysage complet dans sa profondeur de champ, on se rend compte que cet univers est extrêmement diversifié, même si, évidemment, dans quelques établissements, il y a des progrès à faire. Mais qui n'a pas de progrès à faire? On va revenir sur ce livre, le dictionnaire inattendu des grandes écoles. Comment ces mots, les mots du dictionnaire ont-ils été choisis? Pour certains, c'est vrai que le lien avec les grandes écoles, il n'est pas si simple. Moi, j'ai retenu par exemple le mot Égypte. Voilà, dites-nous comment ces mots ont été choisis. Eh bien, l'idée, c'était de se dire, quelqu'un va ouvrir un dictionnaire des grandes écoles, alors, il va s'attendre à trouver à la page à X Polytechnique, à H HEC, à M Mine, à C Centrale. Voilà, on est non, surtout pas. Ce qu'on veut, c'est faire rentrer par la porte étroite dans ces grandes écoles, en montrant d'abord des aspects inattendus et parfois méconnus à tort de leur histoire, et en détricotant à partir de ces aspects moins connus, finalement, la réalité profonde des grandes écoles. Vous prenez l'article Égypte. Égypte, c'est quoi? On raconte l'histoire de l'expédition d'Égypte. Tout le monde connaît l'expédition d'Égypte. Moins de monde sait que Napoléon, à l'époque Bonaparte, est parti avec des professeurs de grandes écoles, des étudiants de grandes écoles, l'école polytechnique, l'école des ponts et chaussées. Et donc, cette jeunesse-là, tout d'un coup, s'est ouverte à l'international, et c'est le point de départ de l'internationalisation des grandes écoles. C'est en gros un stage, à la fois un stage en situation réelle et une expatriation, qui sont deux éléments de la promesse de valeur des grandes écoles absolument fondamentaux. C'est ça qu'on a voulu raconter. Quel travail de recherche cela a impliqué? On imagine un gros travail de recherche. C'est un travail qu'on ne pouvait guère conduire qu'à deux, en se stimulant. On pensait tout connaître des grandes écoles, on se dit, bon, on va raconter ce qu'on sait, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de documentation. On s'est rendu compte qu'on s'était attelé à une tâche assez herculéenne, qui demandait beaucoup de documentation, et un jeu de ping-pong entre les deux auteurs, très différents et très complémentaires. On s'est beaucoup enrichi, on a beaucoup appris, et on espère... Donc il est passé par quoi alors, ce travail? Par des entretiens Alors il est passé... c'est très simple, on a commencé par se répartir le travail, en disant, bah, toi tu prends quoi cette semaine? On va écrire 2 articles cette semaine, on se donne ça comme objectif pour être un peu dans le mouvement, donc 2 articles par semaine. Tu prends lesquels cette semaine? Je prends ces 2-là, ça me plaît bien. Et puis évidemment, à la fin, il reste ceux que personne ne voulait plus rien prendre, donc on affecte un peu de manière arbitraire. Et puis, un des 2 auteurs faisait un premier jet de l'article, le soumettait au second, qui le repassait au crible et changeait des formulations ou des contenus. Et puis, au bout de 2-3 itérations, certaines un peu plus, d'ailleurs, certaines entrées un peu plus d'itérations, on est arrivé au résultat final, qui est certainement perfectible, mais qui en fait est une espèce de... C'est plus que de l'acroécriture, c'est du tissage. Tissage d'histoire. Oui. Vous parliez tout à l'heure d'élitisme, on l'a dit. Je crois que sur la couverture, on voit aussi le mot bizutage. C'est des mots qui reviennent souvent, aussi lorsqu'on pense aux grandes écoles. Pourtant, on n'en trouve pas la définition dans le livre. Pourquoi? Alors, parce que il y a une entrée sortie de route. Sortie de route, c'est tous les dérapages des grandes écoles.
Donc ils ont été regroupés ils ont été factorisés quelque part en disant on ne va pas cacher cette réalité-là. Mais cette réalité-là, elle est présente partout. Alors, bien entendu, peut-être un peu plus dans les grandes écoles, parce que les grandes écoles se voient plus. Comme ce sont des petits établissements, bien entendu, dès qu'il se passe quelque chose dedans, ça se voit tout de suite. Bon, donc on n'a pas voulu cacher cette réalité, on a voulu dire qu'elle était aussi le résultat finalement disons, les dommages collatéraux, c'est dur de le dire, mais de tas de sujets donc liés à l'éducation d'une manière générale et au regroupement de personnes dans une unité de lieu, une unité de temps. Donc nous n'avons pas caché cette réalité. On a donné quelques exemples, des actions faites aussi par les grandes écoles pour essayer de corriger ou d'infléchir ces trajectoires tout à fait regrettables. Mais le fait est que ce sont des phénomènes qu'on va rencontrer partout dans l'enseignement supérieur et pas seulement dans les grandes écoles. On parlait d'un modèle tout à l'heure en danger. Est-ce qu'il est vieillissant, ce modèle ? Est-ce que ces grandes écoles, elles ont su s'adapter aux sujets de société actuels ? Notamment, on en parle beaucoup en ce moment, environnementaux. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui ressort aussi, la capacité d'adaptation de ces grandes écoles qui, pour certaines, datent, vous parliez tout à l'heure de l'ancien... Plus de 200 ans. Voilà, plus de 200 ans. Voilà, certaines ont été créées sous l'Ancien Régime, beaucoup sous la Révolution. Elles ont su s'adapter, Philippe Jamet ? Alors, si elles n'avaient pas su s'adapter, elles seraient mortes, déjà, pour commencer. Donc, elles ont su s'adapter. En gros, c'est quoi le projet d'une grande école ? C'est d'aider à la transformation économique et sociale. C'est à ça qu'elles servent. Bon. Elles ont vécu 3, 4, ça dépend comment on les compte, révolutions industrielles. Elles ont vécu tout un ensemble de révolutions politiques et sociales. Il y a une entrée révolution, d'ailleurs, dans ce dictionnaire. Donc, quelque part, si elles n'avaient pas su s'adapter, elles seraient mortes depuis longtemps. Alors, il est vrai qu'elles sont paradoxales. Parce qu'elles sont à la manœuvre maintenant pour corriger des sujets qu'elles ont fortement contribué à créer. S'il y a des pollutions, s'il y a des dommages environnementaux, c'est aussi parce qu'il y a une industrialisation. C'est donc aussi l'héritage des grandes écoles d'avoir créé les dommages qu'elles s'apprêtent à corriger. Une fois que j'ai dit ça, les grandes écoles ont été parmi les premières à créer des enseignements d'écologie dans des écoles totalement inattendues. Par exemple, à l'école des mines de Paris, un enseignement d'écologie aquatique dès le début des années 70. Donc, elles sont présentes finalement sur des sujets d'aujourd'hui, d'adaptation de la société, de transformation économique et sociale, mais sur des sujets, effectivement, où elles n'ont pas rien à se reprocher. C'est vrai, mais c'est l'aventure humaine qui est ainsi. Il nous reste 20 secondes, mais j'avais envie de vous la poser, cette question, Philippe Jamet. Qu'est-ce que l'écriture de ce livre vous a appris, vous voilà, là, vous êtes directeur d'une école. Voilà, est-ce que vous avez changé peut-être des choses en écrivant ce livre ou vous vous êtes rendu compte de certaines choses ? Je pensais connaître... Bon. On écrit un livre en pensant connaître quelque chose et on le termine en étant à peu près certain qu'on n'avait rien compris. Donc c'est ça que ça m'a apporté. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. Philippe Jamet, je rappelle votre livre Dictionnaire inattendu des grandes écoles. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir parlé de ce livre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.